Le Burkina Faso a renversé tous les pronostics en transformant 15 600 détenus en soldats en quelques semaines. Deux chiffres qui s'entrechoquent révèlent l'ampleur du basculement. Une société jugée épuisée hier redéfinit aujourd'hui sa force en recyclant la punition en service. Mais que signifie réellement cette métamorphose pour ceux qui craignent encore le chaos? Et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il le pivot silencieux de ce pari national? À l'horizon, une souveraineté nouvelle se dessine brièvement, comme un éclat qui n'attend qu'à s'étendre. Ce récit ne cherche pas à impressionner par le spectaculaire, mais à décoder un mécanisme que beaucoup croient connaître sans jamais l'avoir observé de près, la transformation d'un système judiciaire en moteur de souveraineté. L'enjeu réel dépasse la libération de détenus ou la formation accélérée de nouvelles unités. Il touche à quelque chose de plus profond, un territoire où la justice cesse d'être un outil de contrôle pour devenir un levier de reconstruction collective, un pari à haut risque qui redéfinit ce qu'un État pauvre peut tenter lorsqu'il n'a plus rien à perdre. Pour le spectateur, la promesse est claire. Comprendre comment une décision administrative de 12 lignes a pu reconfigurer la sécurité intérieure, relancer des secteurs productifs et remodeler les liens entre citoyens et institutions. Un micro-hook s'impose alors naturellement. Si ce modèle réussit, s'agit-il encore d'une réforme locale ou du premier prototype africain capable de rompre avec un demi-siècle de dépendance stratégique? Tout ce qui suit vise à démêler cette tension entre l'audace d'un pays en reconstruction et la crainte d'un effondrement soudain si l'équilibre venait à céder. En moins de 2 ans, une donnée brutale a changé la lecture du Sahel. 92% du territoire burkinabé, auparavant tombé sous la pression de groupes armés, a été reconquis. Un chiffre qui inverse l'ordre établi et déstabilise les certitudes accumulées depuis une décennie. À ce premier renversement s'ajoute un second. La réforme pénitentiaire, loin d'être un geste isolé, apparaît désormais comme l'extension logique d'une stratégie plus vaste où sécurité, économie et dignité avancent d'un même pas. Pour comprendre cette transformation, il faut revenir au contexte qui a précipité ce basculement. Le Sahel était perçu comme une plaie ouverte, un espace où les puissances étrangères se succédaient en promettant stabilité et contrôle, tandis que les populations locales vivaient la peur comme quotidien. La France parlait d'ordre, les États-Unis parlaient de paix par la technologie, mais chaque intervention laissait derrière elle davantage de dettes, de villages désertés et d'illusions brisées. C'est dans ce vide, lourd et silencieux, qu'Ibrahim Traoré a réorienté la trajectoire du pays, non par des doctrines diplomatiques, mais par une action directe qui fusionne défense et réinvention institutionnelle. La réforme des prisons surgit donc comme le dernier fragment d'une séquence déjà en mouvement. Elle n'est ni une expérimentation improvisée, ni un symbole populiste, mais l'articulation d'une chaîne de décision où chaque maillon répond à un besoin immédiat: récupérer le territoire, restaurer la cohésion sociale, réaffirmer la souveraineté face à des alliances devenues fragiles. Autrefois considérée comme une mesure marginale, cette réintégration massive devient un pivot. Elle soude des forces, répare des communautés et modifie la dynamique du pouvoir au sein d'un État longtemps décrit comme dépendant. Au fond, la question initiale du récit trouve ici son premier écho. Si une société peut transformer sa vulnérabilité en ressource, alors la justice elle-même n'est plus un instrument de punition, mais un moteur stratégique. Et ce changement, amorcé dans les casernes et les villages, recompose déjà la manière dont le Burkina Faso négocie son avenir. Dans les premiers villages touchés par la réforme, l'effet humain apparaît avant même les résultats militaires. À Koudougou, un paysan observe le retour d'une unité mixte où se trouvent d'anciens détenus, et sa réaction capturée par les reporters résume l'inattendu.
La peur qu'il portait depuis des années se dissout dans simple étonnement lorsque l'un d'eux lui adresse un salut respectueux. Ce geste banal devient un marqueur d'époque, une preuve que la discipline nouvellement acquise peut modifier la perception plus vite que les discours officiels. Plus loin, dans un quartier d'Ouagadougou, une mère reconnaît son fils dans un groupe en uniforme. Autrefois arrêté pour une bagarre de marché, il dirige désormais la patrouille qui protège ce même espace. Elle ne parle pas de rédemption ni de miracle, seulement de devoir rendu, une expression qui circule dans les rues comme un slogan spontané. Le simple fait de revoir ces silhouettes en tenue, droites, structurées, suffit à changer l'ambiance sociale, presque comme si la communauté appuyait sur le bouton reset. Ces récits courses ne cherchent pas à émouvoir gratuitement. Ils servent de boussole pour comprendre ce que la réforme déclenche réellement. Un renversement de perception où la valeur d'un individu n'est plus figée par son passé, mais testée par sa capacité à tenir un serment. Pour beaucoup de familles, la justice cesse d'être un couperet et devient un parcours mesurable. La conclusion s'impose alors en une ligne sèche, très Gen Z dans son énergie. Si la confiance revient au quotidien, c'est que la réforme atteint déjà le nerf du problème. Tout commence par un déclenchement brutal. Un lundi matin, au ministère de la Justice, un décret de 12 lignes signé par Ibrahim Traoré traverse les bureaux comme un courant électrique. La patrie a plus besoin d'eux que de leur chaîne. C'est sec, court, sans fioriture. Dans la minute où l'encre sèche, les directeurs de prison reçoivent l'ordre de dresser les listes, vol de riz, bagarre de marché, misère pure. 15 600 noms, 3 villes majeures, des portes qui s'ouvrent sans fanfare. Ils ne sont pas pardonnés, ils sont réaffectés. Le pays bascule dans un rythme que personne n'attendait. Koudougou, Bobo, Dioulasso, Ouagadougou, les uniformes sont distribués, les chaînes disparaissent, remplacées par des serments. Le pays entre dans une sorte de silence nerveux. La population ne sait pas encore si elle doit applaudir, douter ou se cacher. Les premiers groupes quittent les prisons sous escorte minimale, presque comme si l'État voulait prouver qu'il n'a plus peur de ceux qui l'enfermaient hier. Ce contraste, libération instantanée et discipline imposée créent un choc collectif. Il y a une vitesse dans l'air, une urgence qui avale les hésitations. 3 jours plus tard, l'apogée frappe. Au centre d'entraînement de Pau, des milliers d'hommes alignés sous le soleil. Ils n'ont plus de matricule, juste un écusson noir, mémoire de leur passé. Les instructeurs vétérans des guerres asymétriques hurlent la cadence. Les journalistes étrangers ne comprennent pas ce qu'ils voient. Comment ces hommes brisés, réputés instables, se relèvent-ils aussi vite? Le rythme est infernal. 10 kilomètres chaque matin, cours d'histoire et de philosophie chaque soir. Traoré appelle cela le front de l'esprit. Le pays découvre que la rééducation n'est pas qu'un discours. C'est une routine martiale, intransigeante, calibrée pour transformer le doute en cohésion. Et puis viennent les répercussions. Les villages qui exigeaient hier des peines réclament maintenant des outils. Les familles qui attendaient derrière les barreaux se retrouvent devant les casernes. Des plats sont déposés, des habits livrés, des prières murmurées. La société se réorganise autour d'un fait simple. Ceux qui faisaient peur deviennent ceux qui protègent. Dans les rues poussiéreuses, les conversations changent de ton. Les ONG dénoncent une militarisation du désespoir. Les populations y voient une seconde chance tangible, non théorique. L'armée, elle, constate un autre phénomène. Les anciens détenus connaissent les sentiers, les caches, les habitudes des groupes armés. Ils se déplacent comme ceux qu'ils affrontent. Ils anticipent, coupent, contournent. Leur passé, considéré autrefois comme une tare, devient compétence stratégique. Les premiers résultats filtrent officieusement. Moins d'embuscades, plus de terrains contrôlés, moins de peur dans les axes ruraux. La machine commence à tourner et la société suit. Dans cette dynamique, l'État ne parle plus d'eux comme d'un groupe à surveiller, mais comme d'une force qui s'intègre.
La frontière symbolique entre punition et service s'efface en temps réel. Ce n'est plus un épisode, c'est un virage. Une mutation accélérée où chaque geste compte, chaque unité renforce une doctrine naissante. Le fil narratif revient alors au point central. Si ce flux d'événements tient, la réforme pourrait devenir une architecture durable, pas une parenthèse. Les premiers mois du programme livrent trois chiffres qui changent la trajectoire du pays. Les attaques terroristes ont chuté de 37%, une baisse qui ne relève pas du miracle, mais d'un déplacement concret des dynamiques sur le terrain. Les unités formées avec d'anciens détenus connaissent les sentiers, les caches, les routines ennemies, ce qui réduit mécaniquement la marge d'action des groupes armés. Leur rapport instinctif au danger crée un avantage tactique que les analystes n'avaient pas anticipé. Les commandants expliquent que ces recrues ne combattent pas pour l'ordre abstrait, mais pour renaître, un moteur qui se traduit par une intensité opérationnelle inattendue. Sur l'axe de Kaya et de Dori, par exemple, les embuscades sont passées de 27 à 17 en un trimestre, une preuve que le terrain lui-même réagit à cette nouvelle configuration. Deuxième chiffre, la production agricole du Nord a augmenté de 21%, une progression qui révèle une chaîne de causalité simple mais puissante. Lorsque la peur recule, la terre redevient cultivable. Les unités patrouillent, réparent les canaux, protègent les moissons. L'agriculture respire, et avec elle les villages. Le ministère de l'Agriculture recense plus de 600 hectares remis en culture, un bond qui réorganise la vie économique locale sans dépendre d'une aide extérieure. Un paysan le résume par une phrase qui circule désormais comme un mantra discret. Nous semons dans la terre et dans la confiance. Cette double semence, matérielle et psychologique, explique la reprise plus que n'importe quel discours. Troisième donnée, le taux de récidive est tombé à zéro, un résultat qui surprend autant qu'il divise. Certaines ONG dénoncent une illusion statistique, mais les faits visibles sur le terrain créent un contraste net. 4 prisons ont fermé et 8% du budget militaire a été réaffecté à l'infrastructure civile. Le pays économise, mais surtout il réoriente. La logique punitive laisse place à une logique productive. Chaque homme réinséré devient une ressource, non une charge. Les critiques extérieures parlent de paris dangereux, mais la cohérence interne du modèle perturbe leurs arguments. Les unités restent disciplinées, aucun cas de désertion n'est enregistré, et la structure tient sans implosion morale. Ce triptyque, sécurité renforcée, production relancée, récidive neutralisée, produit un effet domino. Les villages renouent avec les marchés, les routes reprennent du trafic, les écoles réouvrent leurs portes à des soldats qui enseignent la discipline comme valeur civique. Les communautés découvrent que la justice, lorsqu'elle quitte la logique du châtiment pour celle du service, crée un type de stabilité que ni les interventions étrangères ni les anciens programmes n'avaient réussi à atteindre. Ainsi, la lecture baseline delta devient impossible à ignorer. Un pays annoncé en ruine trouve une cohérence nouvelle dès lors qu'il recycle ses marges en actifs. Et ce glissement chiffré redéfinit déjà la manière dont la souveraineté se construit dans la région. Les critiques occidentales s'organisent autour de deux arguments centraux, formulés avec précision plutôt que hostilité. Le premier affirme qu'armer 15 600 anciens détenus revient à confier la sécurité nationale à ceux qui ont déjà brisé la loi. Selon cette logique, une force née des prisons ne peut être neutre. Le risque d'indiscipline, de dérive armée ou de fragmentation interne serait intrinsèque au modèle. Les chancelleries évoquent également un problème éthique. La morale ne se décrète pas, elle se sélectionne. Former un soldat exigerait un filtre rigoureux, pas une conversion accélérée. Dans ce cadre, la réforme serait une fuite en avant, un pari trop instable pour devenir doctrine durable.
Le deuxième argument pointe un danger structurel, la militarisation d'une détresse collective. Pour certains analystes, transformer la misère en ressources militaires pourrait créer un précédent où l'État utilise le désespoir comme matière première. Ils y voient non pas un progrès, mais un signal d'alerte. Une justice fondée sur le service laisserait la porte ouverte à des abus futurs, surtout dans un contexte où les institutions restent fragiles. Les ONG reprennent cette ligne. Si les chiffres s'avèrent temporaires, le pays risquerait une fracture encore plus profonde en cas d'échec. Face à ces objections, la réponse ne repose pas sur des slogans, mais sur les données déjà observées. Aucun cas de désertion n'a été enregistré, et les unités restent disciplinées malgré la diversité des parcours. Les trois chiffres clés, chute de 37% des attaques, hausse de 21% de la production, 0% de récidive, ne prouvent pas une perfection, mais une cohérence interne qui défie les scénarios pessimistes. Les commandants soulignent que ceux qui ont tout perdu ne cherchent pas à défier l'État, mais à prouver qu'ils peuvent renaître avec lui. Le Stillman s'achève ici. Reconnaître la validité des craintes, tout en montrant que les faits actuels les contredisent sans agressivité. La réforme n'abolit pas les risques, elle démontre simplement qu'un pays assiégé peut produire un ordre qui ne repose ni sur la peur ni sur la résignation. Ce basculement ne se voit pas dans un discours, mais dans une série de signaux ténus que les observateurs étrangers interprètent trop tard. Des drones non identifiés croisent au-dessus du Sahel, des fréquences sont brouillées dans le nord, et plusieurs trajectoires aériennes partent d'anciennes bases françaises sans explication officielle. Rien n'est revendiqué, rien n'est nié, mais le silence devient un message stratégique. Dans cette zone grise, Ibrahim Traoré modifie la dynamique. Il ne répond ni par la colère ni par la plainte, mais par un redéploiement calme des unités dans les zones reprises. Pas pour attaquer, mais pour tenir, pour montrer que la souveraineté n'est plus une posture, mais une infrastructure vivante. Les conseillers décrivent cela comme tester l'attention du monde, une manière de vérifier qui observe, qui hésite, qui parie encore sur l'instabilité du pays. Ce midpoint révèle une vérité que beaucoup préféraient éviter. La guerre n'oppose plus soldats et rebelles, mais souveraineté et ingérence, renaissance et peur du désordre. Les anciennes puissances craignent ce modèle parce qu'il renverse leur propre récit. Dès lors, la question n'est plus si le Burkina Faso tient, mais qui vacille lorsque l'ordre local réapparaît. L'État observera un impact direct sur ses structures de gouvernance. 3 mois après le déploiement des unités issues de la réforme, la carte du Burkina Faso change littéralement de couleur. Les zones rouges du nord, autrefois perdues, deviennent des couloirs sécurisés. Le ministère de la Défense recense plus de 120 routes commerciales rouvertes et 48 villages ayant retrouvé leur marché hebdomadaire. La stabilité revient, non par miracle, mais parce qu'une force nouvelle, disciplinée et intégrée occupe et maintient le terrain. Dans ce contexte, l'État n'est plus spectateur de son propre territoire. Il en reprend activement la structure. La reprise de contrôle n'est plus une promesse, c'est un fait mesurable. Les changements affecteront également l'économie locale et nationale. Le retour de la sécurité crée un effet d'aspiration dans l'économie locale. Les transporteurs reviennent, les ateliers de mécanique réapparaissent, les artisans réinvestissent les axes. La Chambre de commerce observe une progression de 2,4 points du PIB intérieur en 6 mois, tirée par la mobilité retrouvée et la fluidité commerciale. Dans les champs, les unités déminent, réparent, protègent parmi ce qui permet aux terres abandonnées de redevenir productives. Le pays ne dépend plus intégralement de l'aide pour nourrir ses villes. Il devient capable de fournir main-d'œuvre et stabilité. L'économie respire au rythme du terrain sécurisé. Les effets seront visibles dans la dynamique sociale des communautés. Dans les écoles d'Ouagadougou et de Kaya,
Les soldats participent désormais aux cérémonies du drapeau aux côtés des élèves. Les anciens détenus enseignent la discipline, la dignité, la notion de devoir concret. Pour beaucoup de familles, la honte collective se transforme lentement en reconnaissance. Les vidéos d'entraînement deviennent virales, non pour glorifier la guerre, mais pour montrer que ceux qui étaient perdus peuvent se redresser. Une sociologue du terrain y voit une thérapie communautaire, non pas celle des mots, mais celle des gestes visibles. L'ancien fossé entre prisonniers et citoyens s'amenuise à mesure que les villages les voient agir, réparer, protéger. Le lien social se recompose au fil des jours, presque sans discours. Le modèle pourrait influencer d'autres pays de la région. Autour du Burkina Faso, les regards sortants changent. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour étudier le modèle, sans fanfare mais avec sérieux. Les anciennes puissances, elles, observent en silence. Ce laboratoire de souveraineté remet en cause leurs récits historiques sur la stabilité sahélienne. Les rapports internes évoquent une expérience à suivre, mais chacun comprend que la question est plus profonde. Si le Burkina Faso réussit durablement, il devient un précédent africain. Et au cœur de ce mouvement, la figure d'Ibrahim Traoré bat comme un repère. Non pas un héros mythifié, mais le symbole d'un État qui se redéfinit hors des cadres imposés. Ainsi, les conséquences ne s'empilent pas. Elles s'alignent. Sécurité, économie, cohésion sociale et résonance régionale avancent ensemble comme quatre engrenages d'une même machine. Dans cette première option, la situation se stabilise progressivement. Si la stabilité actuelle se maintient, le Burkina Faso pourra consolider sa chaîne de production intérieure. Les tendances déjà observées, routes rouvertes, marchés réactivés, unités intégrées, se prolongeront de manière progressive. Dans ce scénario, la productivité agricole pourrait encore grimper, suivant la logique enclenchée par les PUL 21% du Nord, tandis que les incursions frontalières continueraient de reculer. Le pays absorberait lentement les 15 soldats réhabilités dans des structures régulières, stabilisant l'effort sans emballement. Le budget militaire, lui, serait recalibré comme prévu dans les analyses internes, avec une baisse envisagée de 15% sans perte d'efficacité opérationnelle. Le Burkina Faso deviendrait alors un précédent discret mais réel, celui d'un État pauvre qui transforme un choc institutionnel en pilier structurel. Si les conditions sont favorables, la situation pourrait se renforcer. Dans l'hypothèse où la synergie entre civils et soldats s'amplifie, le pays franchirait un seuil régional. Les anciens détenus, devenus instructeurs aguerris, pourraient encadrer de nouvelles troupes venues du Mali et du Niger. Le Burkina Faso passerait alors du statut de bénéficiaire à celui d'architecte de la sécurité sahélienne. Les partenariats émergents, Russie, Turquie, États asiatiques, remplaceraient progressivement l'empreinte française. Ce scénario ne décrit pas une victoire spectaculaire, mais une bascule lente. Une Afrique qui se définit par ce qu'elle construit plutôt que par ce qu'elle subit. Les délégations venues observer le modèle deviendraient les premières à l'importer, faisant du pays un centre de gravité inédit. Cependant, si les tensions internes augmentent, des risques d'effondrement existent. Le risque majeur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une faille disciplinaire, une mutinerie isolée, ou simplement une lassitude accumulée. Dans ce cas, la confiance nationale s'effondrerait en quelques semaines. Les médias étrangers qualifieraient l'expérience d'échec idéologique. Les sanctions réapparaîtraient sous le prétexte des droits humains. Les anciennes puissances retrouveraient un terrain d'intervention symbolique. Ibrahim Traoré le redoute explicitement. Si notre justice trébuche, nous redeviendrons prisonniers de nous-mêmes. Ce scénario ne prédit pas la chute, mais rappelle le coût d'un faux pas dans un pays où chaque victoire reste fragile.
En définitive, les trois chemins reposent sur une même recommandation mentale. Ne pas confondre espoir et illusion, avancer avec discipline et accepter qu'une transformation exige constance plutôt que vitesse. Pour une partie de la jeunesse urbaine d'Ouagadougou, la réforme n'est plus une abstraction institutionnelle, mais un miroir où chacun cherche sa propre trajectoire. Les vidéos d'entraînement devenues virales ne sont pas perçues comme de simples démonstrations militaires, mais comme la preuve qu'un individu peut repartir de zéro, même lorsqu'il a touché le fond. Des étudiants écrivent que si eux peuvent recommencer, nous aussi, signe que la réforme dépasse l'armée pour devenir un langage de motivation sociale. Dans les familles, l'impact est plus intime. Les mères qui attendaient derrière les barreaux attendent désormais aux parades, observant les mêmes silhouettes marcher avec droiture. La honte n'a pas disparu d'un coup, mais elle se fissure, remplacée par une forme de reconnaissance prudente. Les gestes, repas déposés aux casernes, uniformes offerts, outils partagés, créent un tissu de solidarité qui ne passe pas par les discours officiels. Cette recomposition silencieuse donne à la réforme une profondeur que les chiffres, seuls, ne peuvent raconter. La diaspora africaine suit également cette évolution avec une attention particulière. Pour ceux qui vivent loin, la transformation du Burkina Faso agit comme un contre-pied aux récits habituels de dépendance ou de défaite. Voir un pays pauvre redéfinir ses règles sans permission extérieure offre une référence nouvelle. Les débats en ligne se multiplient. Certains y voient un modèle de dignité active, d'autres une expérience encore trop fragile pour être reproduite. Mais tous reconnaissent qu'un pays longtemps décrit comme sous assistance parvient désormais à proposer une autre logique. Ce qui touche réellement le spectateur, qu'il soit local ou éloigné, n'est pas l'uniforme, ni les chiffres, ni les slogans. C'est l'idée simple qu'un État peut redevenir lisible, qu'une communauté peut se réparer par l'action, et que la justice peut être autre chose qu'un verdict. La réforme devient une doctrine lorsque ces mécanismes cessent d'être improvisés. C'est exactement ce qui se produit lorsque Ibrahim Traoré présente une feuille de route en 4 leviers destinée à transformer une expérience en système reproductible. Le premier levier impose une double tutelle défense-justice pour les centres de formation. L'objectif est clair: uniformiser les critères d'entraînement, éviter les dérives militantes et s'assurer que chaque recrue, quelle que soit son histoire, passe par le même filtre disciplinaire. L'État verrouille ainsi la cohérence interne du modèle. Le deuxième levier fait entrer l'idée de dignité dans l'espace éducatif. Les programmes civiques inspirés du dispositif militaire sont intégrés dans les écoles, les universités et l'administration. L'intention n'est pas morale mais fonctionnelle. Faire de la discipline un outil partagé, pas un privilège réservé aux casernes. La justice glisse alors du tribunal vers la salle de classe, créant une continuité civique rarement observée dans la région. Le troisième levier élargit l'horizon au-delà des frontières. Le Burkina Faso signe des accords avec le Mali et le Niger pour mutualiser la formation des forces civiles. Le Sahel n'est plus perçu comme un tampon, mais comme un corridor d'autonomie régionale où plusieurs pays testent ensemble une nouvelle manière d'organiser la sécurité. Ce geste discret modifie pourtant la carte de l'influence au grand agacement des anciennes puissances. Enfin, le quatrième levier fixe des indicateurs concrets. Taux de récidive, village reconstruit, économie réalisée, participation communautaire. Traoré le répète, toute idée doit se prouver par les chiffres, sinon elle n'est qu'un slogan. La doctrine se lit donc comme une mécanique mesurable, pas comme une proclamation politique. Ces, ces 4 étapes forment un cadre qui dépasse l'expérience initiale, un système où la justice ne punit pas mais produit et où la souveraineté s'évalue à travers des résultats visibles. Lors du premier grand défilé à Ouagadougou,
La scène semble suspendue dans une lumière presque irréelle. Les 15 et 600 hommes réhabilités avancent non plus dans la honte, mais dans une dignité redevenue palpable. Parmi eux, un enfant demande à sa mère: Ce sont des criminels? Elle répond doucement: Non, ce sont des hommes qui ont réappris à se tenir droit. Ce bref échange, capté au milieu de la foule, devient un motif que le pays répète comme une vérité retrouvée. Au centre des rangs, Ibrahim Traoré ne trône pas sur une estrade. Il marche à leur côté, béret incliné, main posée sur chaque épaule qu'il croise. Ce geste simple, silencieux, assumé, vaut plus qu'un discours. Il rappelle que la réforme Javapem n'a jamais été conçue pour effacer un passé, mais pour offrir une trajectoire nouvelle, lisible, tenable. Les spectateurs voient alors quelque chose changer en eux. La peur se dissipe, la fatalité recule, et la possibilité d'un recommencement cesse d'être théorique. La ligne de clôture s'impose comme une évidence sèche. La dignité renaît quand un peuple accepte de marcher ensemble sans demander la permission. Le Burkina Faso n'impose aucun modèle, il propose une possibilité. Celle d'une justice visible, d'une souveraineté assumée et d'une capacité collective à transformer la vulnérabilité en force. Dans un monde saturé de certitudes et de récits préécrits, cette expérience rappelle que les nations ne se résument pas à leur crise, mais à la manière dont elles s'en relèvent. Pour le spectateur, l'invitation est assez simple, sans pression: observer, débattre, questionner ce qu'implique une justice qui produit plutôt qu'elle ne punit. Le débat n'a pas besoin d'être polarisé. Il peut ouvrir un espace où chacun considère ce qui devient possible lorsqu'un État choisit de se définir lui-même. Et dans cette ouverture, une question douce s'avance. Si une société peut réécrire sa propre trajectoire, qu'est-ce qui empêche les autres de tenter la leur?